Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder les paramètres clés d'une approche architecturale bioclimatique, depuis l'observation et l'analyse du site jusqu'à la prise de possession par les utilisateurs, en passant par la démarche de conception. En premier lieu, il est important que vous reteniez qu'une démarche bioclimatique aboutie n'est possible qu'au sein d'un urbanisme durable qui l'aura favorisé. L'aménagement d'un quartier doit impérativement tenir compte du soleil et du vent, mais également du végétal. Et oui, le végétal ne doit pas être cantonné à un rôle ornemental, mais il doit participer pleinement au confort des espaces extérieurs comme intérieurs. L'analyse du site, le soleil, le vent, mais également les masques proches ou la végétation existante, doit permettre de définir le potentiel bioclimatique du site. C'est lui qui donnera les grandes orientations du projet. Rappelez-vous que des éléments agréables, comme les vues lointaines ou la présence de l'eau, ont un effet psychologique positif et participent donc également à la sensation de bien-être global. Savez-vous que la majeure partie des enjeux dont dépend une architecture bioclimatique en climat tropical se joue au stade de l'élaboration du plan de masse? En effet, c'est grâce à son implantation et son orientation que le bâtiment va exploiter le potentiel bioclimatique du site qui a été défini au préalable. Les objectifs sont simples, mais parfois complexes à atteindre. Il est nécessaire de limiter les apports solaires et de permettre d'évacuer les charges internes par la ventilation. Selon le climat plus ou moins chaud et humide, et tout cela en fonction du vent, l'implantation et l'orientation des bâtiments résulteront d'un compromis entre la protection solaire et le captage du vent. La morphologie générale et l'organisation interne des espaces doivent contribuer à renforcer cette protection solaire et cette ventilation. L'aboutissement de la démarche est dans l'enveloppe du bâtiment. Par exemple, la position et la typologie des ouvertures garantiront une bonne ventilation et un apport de lumière naturelle satisfaisant tout en bloquant les apports du soleil. Notez bien que c'est uniquement après que les conditions du confort ont été satisfaites par les éléments du climat qu'on s'intéressera au système énergétique, luminaires, brasseurs d'air, production d'eau chaude et éventuellement la climatisation, qui seront optimisés dans le cadre d'une démarche négawatt généralisée. Nous allons aborder maintenant un point essentiel de la conception bioclimatique, qui est la maîtrise d'usage, ou comment intégrer le futur utilisateur dans le processus de conception d'un bâtiment, utilisateur qui est trop souvent exclu. Il est important que certains choix de conception qui vont à l'encontre des habitudes des utilisateurs soient faits conjointement. Par exemple, pour l'IMEI Picase, la décision de la ventilation naturelle pour la grande majorité des espaces a fait l'objet de nombreuses discussions, appuyées par des simulations et en accord avec les futurs utilisateurs. Il a fallu tenir compte de la sensibilité extrême de certains enfants au bruit ou encore du besoin d'intimité accru pour d'autres. Les nécessaires compromis induits par la ventilation naturelle doivent être pleinement acceptés par les utilisateurs. De même, le fonctionnement des espaces en ventilation naturelle n'est pas forcément habituel pour ce type d'établissement. Il a été essentiel d'expliquer ce fonctionnement et l'implication qu'il suppose, en particulier par exemple la manipulation des ouvertures et des protections solaires. Vous l'aurez compris, l'analyse fine du microclimat est primordiale, car c'est elle qui définira les grandes orientations bioclimatiques du projet au stade de l'élaboration du plan de masse. Mais une architecture bioclimatique ne sera réussie qu'avec l'implication forte des utilisateurs dans la conception du projet jusqu'à sa mise en service. En effet, dans notre conception d'un bâtiment passif, eux devront être actifs.